Ernest était dans son hôtel préféré, avec sa maîtresse, Amélie, lorsque sa femme Naïma l'appela pour l'informer que sa poche des os venait de se rompre. Elle souffrait beaucoup et supplia son mari de venir la conduire à l'hôpital, mais Ernest n'était pas prêt à quitter les bras de sa maîtresse. « Ne peux-tu pas aller à l'hôpital à pied ?» demanda-t-il à Naïma, en colère, avant de raccrocher pour s'occuper de Amélie, qui insistait pour avoir un massage complet avant qu'il ne parte. Naïma n'avait d'autre choix que de marcher jusqu'à l'hôpital, situé à 30 minutes de là. À chaque pas, Naïma souhaitait que sa vie se termine, tant la douleur était insupportable. Elle arriva à l'hôpital et s'effondra presque à l'entrée, tandis que les infirmières se précipitaient pour la conduire aux urgences. Les médecins, après un examen approfondi, décidèrent de l'emmener en salle d'opération pour une intervention chirurgicale d'urgence, car le rythme cardiaque de son bébé avait chuté de manière significative. Naïma était déjà en salle d'opération lorsque son mari arriva à l'hôpital. « Où est ma femme ?» demanda Ernest aux infirmières, qui l'informèrent qu'elle était en chirurgie. Cette révélation mit Ernest en colère, et il commença à insulter sa femme, la traitant de paresseuse. « N'est-ce pas ses camarades qui accouchent naturellement ?» demanda-t-il en colère, tandis que les infirmières le regardaient avec dégoût. « Quel genre d'homme inutile est cela ?» se disaient-elles entre elles, se demandant comment une femme aussi belle et calme que Naïma avait pu se retrouver avec un homme pareil. Elles regardèrent Ernest continuer à rabaisser sa femme, la traitant de paresseuse pour avoir choisi de subir une césarienne pour donner naissance à leur bébé. Il affirma que les femmes qui optaient pour la chirurgie au lieu de l'accouchement naturel étaient faibles et sans courage, et ne méritaient pas d'être célébrées. C'est pourquoi leurs enfants ne deviennent jamais des personnes importantes dans la vie, dit-il, tandis que les gens le regardaient comme un idiot. Alors qu'il parlait, il reçut un appel de sa mère, qui voulait savoir comment allait Naïma. Ernest ne put s'empêcher de continuer sa diatribe avec sa mère, exprimant son mécontentement quant au fait que Naïma ait choisi la chirurgie plutôt que d'accoucher naturellement comme une femme forte. « Peux-tu croire que la femme faible que tu m'as laissé épouser ?» demanda-t-il à sa mère, qui le réprimanda en disant que si Ernest pensait que Naïma était faible parce qu'elle avait décidé de donner naissance par césarienne, alors elle aussi, sa mère, était une femme faible, car elle l'avait mis au monde par la même opération. Ernest ne pouvait pas en croire ses oreilles. Il resta là, confus et sans voix, tandis que les paroles de sa mère s'enfonçaient en lui. Il n'avait jamais imaginé que la femme même qu'il vénérait et idolâtrait avait vécu la même expérience que sa femme. Son arrogance et son ignorance avaient été exposées au grand jour, et pour la première fois, Ernest se sentit si stupide à ses propres yeux. Alors qu'il restait là, stupéfait, le médecin sortit de la salle d'opération pour annoncer que sa femme venait de donner naissance à un beau petit garçon. Ernest ne put contenir sa joie et demanda comment allait son fils. Le médecin le rassura en lui disant que son fils allait bien. Ernest se souciait peu de sa femme, car il ne se soucia même pas de demander comment elle allait. « À quel point un homme peut-il être égoïste ?» murmuraient les infirmières, en le critiquant pour ne pas s'enquérir de l'état de sa femme, qui venait de survivre à une opération majeure. Quelques minutes plus tard, son fils lui fut remis, et Ernest ne put contenir la joie qu'il ressentait. Il appela rapidement sa maîtresse, Amélie, qui arriva à l'hôpital pour rencontrer son fils. Naïma fut ensuite transférée en salle de récupération pour se remettre de son opération. Tout son corps commença à frissonner, car elle luttait contre les frissons postpartum. Naïma ne pouvait attendre d'être réunie avec son fils, car la pensée de lui remplissait son cœur de tant de force. Après quelques heures, son bébé lui fut amené, et Naïma, à ce moment-là, oublia toute la douleur qu'elle ressentait. Elle passa quelques jours à l'hôpital, avant d'être finalement autorisée à rentrer chez elle. L'excitation qu'elle ressentait chaque fois qu'elle regardait son fils était indescriptible. Elle fut sortie de l'hôpital en fauteuil roulant et rencontra le chauffeur de son mari, qui l'aida à monter dans la voiture avec l'aide des infirmières. Le trajet de retour à la maison fut si beau, car Naïma ne pouvait détacher ses yeux de son adorable fils. Ils arrivèrent à la maison, et Naïma aperçut son mari, Ernest, tenant la main de sa maîtresse Amélie. Elle les regarda avec colère, tandis qu'ils marchaient vers elle, leurs yeux fixés sur son fils, comme si elle était invisible. Naïma pouvait sentir sa colère monter. Elle regarda Ernest remettre son bébé à sa maîtresse, Amélie, qui avait un sourire méchant sur le visage. Naïma resta figée alors qu'Ernest demandait à sa maîtresse de nommer son fils devant elle. Naïma pouvait entendre son cœur battre à tout rompre,
tandis que la maîtresse de son mari nommait son propre fils sous ses yeux. « Je l'appellerai Odinaka », dit sa maîtresse, en levant les yeux vers Naïma avec un sourire. Mille émotions envahirent l'esprit de Naïma, tandis qu'elle regardait son fils dans les bras de la maîtresse de son mari. Son fils, son précieux fils, lui était enlevé, dans un geste symbolique qui la dépouillait de sa dignité et de sa maternité. La douleur qu'elle ressentait à ce moment-là surpassait celle des points de suture dans son ventre, qui témoignaient de son amour inconditionnel pour son fils. Naïma, incapable de supporter l'humiliation, s'approcha de Amélie pour lui prendre son bébé, lorsqu'Ernest la regarda dans les yeux et la menaça de la renvoyer dans sa famille misérable au village si elle osait toucher à son fils. Ernest dit à Naïma qu'il ne permettrait jamais à une femme ayant grandi dans un village misérable de s'occuper de son précieux fils. Il ajouta que sa maîtresse Amélie était plus qualifiée pour élever leur fils, car elle était plus raffinée et plus éduquée que Naïma. Il dit à Naïma qu'il la laissait vivre chez lui uniquement par respect pour sa mère, et que le jour où Naïma rendrait la vie difficile à sa maîtresse Amélie, il la renverrait au village. Naïma ne pouvait pas risquer d'être renvoyée. Elle savait qu'Ernest n'hésiterait pas à la chasser de sa maison, car il n'avait plus besoin d'elle, maintenant qu'elle avait donné naissance à son fils. Alors, elle regarda la maîtresse de son mari bercer son précieux bébé dans ses bras. Son mari Ernest ne se souciait guère de ce qu'elle ressentait, car il l'avait épousée uniquement pour plaire à sa vieille mère, qui voulait un petit enfant. Il sortit cet après-midi-là et revint avec une voiture neuve pour sa maîtresse, pour la remercier d'avoir accepté d'élever son fils. Naïma regarda la maîtresse de son mari sauter de joie en découvrant sa nouvelle voiture, qui valait des millions de francs. Naïma ne s'était jamais sentie aussi utilisée de toute sa vie. Elle se souvenait comment Ernest prétendait être amoureux d'elle, juste pour la convaincre de l'épouser. Il continua à feindre jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle était enfin enceinte. C'est alors que Naïma comprit qu'Ernest l'avait épousée parce que sa mère avait désespérément besoin d'un petit enfant. Plus tard cette nuit-là, Ernest ordonna à Naïma de déplacer ses affaires de leur chambre à celle d'Ami en bas, car Amélie emménageait avec lui. Le cœur de Naïma se brisa lorsqu'elle vit son mari couché avec sa maîtresse, riant d'elle. Son cœur se brisa en 1000 morceaux tandis qu'elle rassemblait toutes ses affaires pour les emporter dans la chambre d'Ami en bas. Naïma passa toute la nuit à pleurer, trempant ses draps de larmes. Son mari était dans les bras d'une femme qui non seulement venait briser son foyer, mais avait aussi réussi à lui enlever son fils. Naïma pouvait les entendre distinctement depuis sa chambre, car leur chambre était juste au-dessus de la sienne. Avec chaque bruit sourd, le cœur de Naïma se brisait davantage, car elle ne pouvait supporter l'idée de son mari avec une autre femme. Soudain, les pleurs de son bébé résonnèrent dans le couloir et parvinrent à ses oreilles. Naïma sauta hors du lit et courut vers les pleurs. Mais elle se rappela immédiatement de l'avertissement sévère de son mari et s'arrêta, car elle ne pouvait risquer de compromettre ses chances de rester sous le même toit que son fils. Triste et déçue, Naïma retourna dans sa chambre, brisée, et s'agenouilla au sol pour prier. Son cœur était si lourd qu'elle ne savait plus quoi faire d'autre que de prier. « Père, s'il te plaît, aide-moi » cria-t-elle à haute voix, en déversant son cœur au Seigneur, demandant une issue. Elle supplia le Seigneur de la réunir avec son fils, qu'on lui avait arraché de force. Elle demanda également un ami qui pourrait la réconforter en des moments comme celui-ci, alors qu'elle se tenait, vaincue, sur le sol. Au matin, Naïma se réveilla pour se rendre compte qu'elle avait dormi par terre toute la nuit. Elle se dirigea vers la cuisine lorsqu'elle aperçut son bébé, seul, sur le canapé. Naïma regarda autour d'elle, mais personne ne semblait être en vue. Elle serra donc son bébé contre sa poitrine, en remerciant Dieu d'avoir répondu à sa prière. Naïma passa quelques minutes avec son fils, lorsqu'elle entendit soudainement Amélie approcher. Elle déposa rapidement son bébé sur le canapé et quitta le salon en toute hâte, comme si rien ne s'était passé. Naïma ne pouvait contenir sa joie, car les quelques minutes qu'elle avait passées avec son fils lui semblaient une éternité. Assise sur son lit avec son téléphone, Naïma reçut un étrange message d'un numéro inconnu. Le message disait « J'ai fait un rêve la nuit dernière, où l'on m'a montré ton numéro et demandé de te contacter. Je suis Nkechi, puis-je faire ta connaissance ?» Naïma était remplie d'excitation en voyant ses prières se réaliser une par une. Elle répondit rapidement au message et passa des heures à discuter avec sa nouvelle amie, Nkechi, qui semblait vivre dans un autre état. Nkechi était une si bonne amie pour elle, toujours là pour lui tenir compagnie et prête à écouter ses plaintes.
Elles partageaient leurs expériences et bientôt, Naïma se sentit de nouveau heureuse. Pendant des jours, Naïma chercha des occasions de tenir son fils dans ses bras. Il lui manquait tellement et elle se sentait si déprimée qu'elle décida d'envoyer un message à Nkechi pour lui demander quoi faire. Nkechi lui conseilla de supplier Amélie de la laisser porter son fils pendant quelques minutes. Suivant les conseils de son amie, Naïma s'approcha d'Amélie et la supplia de la laisser porter son fils pendant quelques minutes, mais Amélie refusa, disant qu'elle ne pouvait pas risquer qu'Odinaka grandisse comme sa mère villageoise. Elle dit à Naïma que son rôle dans la vie de l'enfant était de s'assurer qu'il grandisse de manière correcte, sans aucun trait local que sa mère pourrait lui transmettre. Naïma sentit son cœur se serrer, elle ne pouvait pas croire que la maîtresse de son mari l'empêchait de tenir son propre bébé. Une femme qui n'avait jamais été enceinte de toute sa vie, qui ne savait pas ce que c'était de porter un enfant pendant 9 mois et de l'accoucher ensuite. Naïma regarda son bébé commencer à pleurer. Il reconnaissait sa voix et pleurait en espérant qu'elle le prenne dans ses bras. Ses pleurs brisèrent la partie la plus profonde de son cœur, et elle chanta sa chanson spéciale pour lui, une chanson qu'elle avait composée lorsqu'il était encore dans son ventre. Amélie fut émue par cela et accepta de laisser Naïma porter son fils pendant quelques minutes. Cependant, cela ne pourrait se faire qu'après que Naïma ait nettoyé toute la maison et préparé de la nourriture pour Amélie. Naïma sauta sur l'occasion car elle était prête à tout pour tenir son fils dans ses bras. Elle nettoya toute la maison et prépara même de la nourriture pour Amélie. Cependant, au moment où elle avait fini, son mari Ernest était rentré. Naïma retourna dans sa chambre, triste, et reçut un message de son amie lui demandant comment elle allait. Naïma raconta tout ce qui s'était passé à son amie, qui la réconforta et lui assura qu'un jour, elle tiendrait son fils dans ses bras pour toujours. Ces mots réconfortèrent Naïma alors qu'elle s'endormait en pensant au jour où cela deviendrait enfin une réalité. Le lendemain matin, Naïma sortit de sa chambre et se rendit compte que son fils était tout seul dans le salon. Amélie semblait être montée à l'étage et l'avait laissé endormi sur le canapé. Alors, Naïma le prit rapidement et le serra contre sa poitrine. Des larmes coulèrent de ses yeux car son fils lui manquait tellement. « Ne t'inquiète pas, un jour, nous serons ensemble pour toujours, lui dit-elle en le berçant pour l'endormir. Naïma était tellement absorbée par le moment qu'elle ne remarqua pas qu'Ernest venait de rentrer. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Ernest avec colère, en arrachant son fils de ses bras. « Comment oses-tu toucher mon fils avec tes mains sales ?» dit-il à Naïma, avant de lui donner une gifle et de l'ordonner de sortir de sa maison. Naïma tomba au sol et commença à supplier Ernest, mais il ne prêta pas attention à ses cris. Il la poussa hors de sa maison et lui interdit de revenir. Naïma resta dehors pendant des heures, suppliant son mari, qui refusait de la laisser entrer. Voyant qu'il commençait à se faire tard, Naïma décida de retourner au village, car elle ne connaissait personne d'autre en ville. Elle arriva au village et décida de rendre visite à la mère d'Ernest le lendemain matin. La mère d'Ernest était très attachée à elle et ne pouvait pas croire tout ce qu'elle avait enduré aux mains de son fils. Elle s'excusa auprès de Naïma et promit de raisonner son fils. Naïma retourna chez son père, brisée. Elle ne pouvait ni manger ni dormir pendant des jours et était dans un état de désespoir. Son cœur souffrait de l'absence de son fils, ressentant un vide que rien sur terre ne pouvait combler. Sa famille tenta de la consoler, mais rien ne parvenait à apaiser la douleur d'être séparée de son enfant. Plus tard cette nuit-là, Naïma fit un rêve terrifiant où elle vit son fils entre les mains d'hommes étranges. Elle se réveilla terrifiée et décida de prendre le premier bus pour la ville pour vérifier l'état de son fils. Elle arriva chez Ernest et trouva la porte d'entrée ouverte. Le cœur de Naïma se mit à battre la chamade alors qu'elle cherchait son fils partout dans la maison, sans le trouver. Elle chercha Ernest et s'aperçut qu'il dormait profondément dans sa chambre. « Ernest !» cria-t-elle de toutes ses forces, réveillant brusquement Ernest. « Que fais-tu ici et comment es-tu entré dans ma maison ?» demanda-t-il à Naïma, qui lui demanda où était son fils. « Quelle sorte de question est-ce là ? Et qui t'a donné le droit de demander des nouvelles de mon fils ?» répondit Ernest, tandis que Naïma ne semblait pas amusée par sa réponse. « J'ai cherché partout dans la maison, mais personne ne semble être là, dit Naïma à Ernest, qui lui dit qu'elle devait être aveugle pour ne pas avoir vu quelqu'un dans la maison. Il sortit de sa chambre et parcourut la maison en cherchant son fils et sa maîtresse, mais remarqua que la maison était vraiment vide. La voiture d'Amélie n'était plus dans l'allée et Ernest se demanda où elle avait bien pu aller sans sa permission. Peut-être l'a-t-elle emmenée faire une promenade, dit-il en prenant son téléphone pour essayer de composer son numéro.
Ernest parcourut ses contacts et réalisa que le numéro d'Amélie n'était plus dans son téléphone. Tous ses messages, photos ou tout ce qui la concernait avait disparu et Ernest commença à paniquer. Il chercha frénétiquement dans la maison, appelant Amélie et son fils, mais il n'obtint aucune réponse d'eux. Naïma se tenait là, regardant Ernest faire les 100 pas dans la pièce, murmurant pour lui-même. « Amélie ne peut pas me faire ça, elle était juste là quand je me suis endormie, où a-t-elle pu aller et pourquoi son numéro n'est-il plus sur mon téléphone ?» se demandait-il à voix haute, en essayant de retrouver son numéro. « Où est mon fils, Ernest ?» demanda Naïma, sa voix pleine de colère et de peur mêlée. « Je ne sais pas » cria Ernest en retour, ses yeux écarquillés de confusion et d'inquiétude. « Elle était à la maison quand je me suis endormie » dit-il en essayant de comprendre ce qui se passait. Naïma sentit son cœur s'effondrer. Elle avait une horrible sensation que quelque chose d'incontrôlable s'était produit. « Où habite-t-elle » demanda-t-elle à Ernest, qui lui révéla qu'il n'en avait aucune idée. « Comment peux-tu dire que tu ne sais pas où habite ta maîtresse » le regarda-t-elle, tandis qu'Ernest lui dit qu'ils se rencontraient toujours dans un certain hôtel en ville. « Quelle irresponsabilité » dit Naïma, alors qu'Ernest se calma soudainement. « Où as-tu gardé mon fils » hurla Naïma, en tombant à terre, se sentant tellement vaincue. « J'aurais dû être ici, dit-elle, se blâmant de ne pas avoir été là pour l'arrêter. Ernest ne comprenait pas comment il s'était retrouvé dans cette situation. Amélie, sa maîtresse préférée, ne lui avait jamais donné de raison de s'inquiéter auparavant, il lui faisait confiance de tout son cœur, ne sachant pas qu'elle avait des intentions malveillantes. « Où l'as-tu rencontré pour la première fois » demanda Naïma à Ernest, qui lui donna l'adresse. « Prie ton Dieu que je trouve mon fils, sinon tu auras affaire à moi, dit Naïma à Ernest, alors qu'elle quittait précipitamment leur maison pour aller à la recherche de son fils. Elle arriva à l'adresse et demanda autour d'elle pour Amélie, mais personne ne semblait la connaître. Naïma passa des heures dans la rue, décrivant Amélie à tous ceux qu'elle croisait, mais personne ne semblait la connaître. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Ernest gara sa voiture à côté d'elle et lui demanda de monter. Il dit à Naïma qu'il se souvenait d'une certaine boutique où il emmenait toujours Amélie faire du shopping. Il disait que la propriétaire de la boutique semblait connaître Amélie et qu'elle pourrait savoir où elle vivait, alors ils partirent ensemble vers la boutique. En arrivant, ils rencontrèrent la femme qui fut choquée de voir Ernest avec une autre femme. « S'il vous plaît, je cherche Amélie, » dit Ernest à la femme, qui révéla qu'elle n'avait pas vu Amélie depuis la dernière fois où elles avaient fait du shopping ensemble. « Savez-vous où elle vit ?» demanda Ernest à la femme, qui sembla choquée par une telle question de sa part. « Vous voulez dire que vous ne savez pas où Amélie vit » demanda-t-elle à Ernest, qui semblait très honteux. Naïma, suppliant calmement la femme de l'orienter vers la résidence d'Amélie, reçut comme réponse qu'elle n'avait jamais su où Amélie vivait. Cependant, elle informa Naïma qu'une amie d'Amélie vivait près de sa boutique. Elle leur donna l'adresse de la maison de cette amie, et Naïma la remercia pour son aide. Ils arrivèrent à la maison de l'amie, et rencontrèrent Uju, qui affirma qu'Amélie avait quitté sa maison en hâte ce matin-là, sans lui dire où elle allait. Des larmes coulèrent des yeux de Naïma, alors qu'elle se demandait où Amélie pouvait bien être et si son fils était en sécurité. « Était-elle avec un bébé » demanda Naïma à la jeune fille, qui lui répondit qu'Amélie n'était pas accompagnée de bébé lorsqu'elle est venue. Le cœur de Naïma battait à tout rompre, alors que plusieurs pensées défilaient dans son esprit. « Pouvons-nous avoir son numéro, s'il vous plaît » demanda-t-elle à la jeune femme, qui parcourut son téléphone et réalisa que le numéro d'Amélie avait été supprimé de son téléphone. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle en continuant à chercher le numéro. « Je parie qu'elle a aussi supprimé le numéro de votre téléphone, » dit Ernest à la jeune femme, qui semblait choquée de ne pas trouver le numéro sur son téléphone. « Que se passe-t-il ici » demanda la jeune femme à Ernest et Naïma, qui lui expliquèrent qu'Amélie avait disparu avec leur bébé. La jeune femme ouvrit la bouche de choc, incapable de croire qu'Amélie aurait pu faire une chose pareille. « Je sais où vivent sa mère et sa fille » leur dit-elle, en leur donnant les indications pour se rendre chez elle. Ils empruntèrent une route déserte pendant quelques heures. La tension dans l'atmosphère était si écrasante qu'Ernest se mit à transpirer abondamment dans sa voiture climatisée. Ils arrivèrent au village et demandèrent des directions aux villageois, qui les conduisirent à la maison de la mère d'Amélie. Ernest ne pouvait pas en croire ses yeux. Pendant tout ce temps, il avait pensé qu'Amélie venait d'une famille riche à cause de tous les mensonges qu'elle avait racontés. Il ne savait pas qu'elle vivait dans une maison délabrée avec sa vieille mère.
La maison où il vivait était bien inférieure à celle de Naïma dans le village, qui était de bien meilleure qualité. Naïma regarda Ernest et demanda si c'était bien là que vivait la femme qu'il voulait pour élever leur fils. Ernest se sentit tellement embarrassé en s'approchant de la porte pour frapper. Une vieille femme ouvrit la porte, et Naïma demanda à voir Amélie. La vieille femme la regarda sans expression, tandis qu'une jeune fille sortit pour leur révéler que sa grand-mère était sourde et muette. Elle révéla qu'elle n'avait pas vu sa mère Amélie depuis 3 semaines. Encore une impasse, dit Naïma, sentant sa colère monter. Y a-t-il un endroit où vous pensez que nous pourrions la trouver? Demanda-t-elle à la jeune fille, qui lui dit qu'elle savait très peu de choses sur sa mère. Cependant, la jeune fille ajouta que sa mère veillait toujours à être à la maison le premier dimanche de chaque mois pour apporter les médicaments de sa grand-mère. Elle leur conseilla de venir ce jour-là, car il était probable qu'Amélie soit chez elle. Cela était encore à plus d'une semaine, et Naïma savait que beaucoup de choses pouvaient arriver d'ici là. Merci pour votre aide, dit-elle à la jeune fille en retournant à leur voiture. Juste au moment où ils allaient partir, ils reçurent un appel d'un numéro inconnu. C'était une femme qui disait savoir où se trouvait leur fils. « Pouvez-vous me rencontrer maintenant ?» demanda-t-elle à Ernest, qui demanda une adresse. « Allô, allô, allô ?» dit Ernest, en regardant le téléphone et réalisant que la ligne avait été coupée. En rappelant le numéro, Ernest constata que le numéro était maintenant hors service. « Qui était-ce ?» demanda Naïma, et Ernest lui expliqua que c'était une femme qui avait appelé pour dire qu'elle savait où se trouvait leur fils. Elle avait essayé de nous donner une adresse, mais la ligne est soudainement tombée. Rappelle-la rapidement, dit Naïma à Ernest, qui lui répondit que le numéro était maintenant hors service. Est-ce que cette journée peut empirer? S'écria Naïma de frustration alors que les larmes commençaient à couler sur son visage. Tout est de ta faute, dit-elle à Ernest. Ils retournèrent chez eux, et ce fut la nuit la plus longue qu'il ait jamais vécue. Le sommeil les fuyait alors qu'ils restaient près de leur téléphone, espérant recevoir un appel concernant la localisation de leur fils. Au matin, leur téléphone sonna, et Ernest répondit pour réaliser que c'était un homme. « Si vous voulez revoir votre fils, mettez 100 millions de francs en espèces à disposition. Je vous appellerai pour vous dire où vous devrez les déposer, et votre fils vous sera rendu. » Toche toche toche, la ligne se coupa. « Qui était-ce » demanda Naïma, et Ernest lui révéla que les personnes demandaient une rançon. « Combien » 100 millions de francs. Naïma ouvrit les yeux, incrédule, essayant de comprendre ce qu'elle entendait. « Que allons-nous faire maintenant » demanda-t-elle à Ernest, qui commença à réfléchir profondément. « Je pense que nous devrions impliquer la police » suggéra Naïma à Ernest, qui répondit que les ravisseurs l'avaient averti que s'il impliquait la police, il tuerait leur fils et lui renverrait son cadavre. Naïma abandonna rapidement l'idée d'impliquer la police, tandis qu'Ernest prenait son téléphone pour appeler son conseiller bancaire, demandant combien de liquidités il avait sur ses comptes. « 200 millions, monsieur, dit le conseiller bancaire, et Ernest lui ordonna de préparer 100 millions en espèces, en précisant qu'il passerait à la banque dans quelques minutes pour les retirer. Ernest prit ses clés de voiture et se rendit directement à la banque. Il récupéra l'argent et rentra chez lui, où Naïma était en larmes, pensant à leur bébé entre les mains de dangereux ravisseurs. Naïma, si bouleversée, voulut parler à quelqu'un et contacta son ami Nkechi, qui pour une raison quelconque, n'avait pas répondu à ses messages depuis une semaine. Elle regarda son monde s'effondrer devant elle, inconsolable. Ils attendirent quelques heures avant de recevoir un appel d'un numéro inconnu, avec des instructions sur la manière de déposer l'argent. « Qui est avec vous » demanda l'homme au bout du fil, et Ernest lui répondit que seule sa femme était présente. « Donnez-lui le sac et le téléphone » ordonna l'homme, et Ernest passa le téléphone à Naïma. « Savez-vous conduire » demanda l'homme au bout du téléphone, et Naïma lui répondit qu'elle savait conduire. « Bien, rencontrez-moi à la maison abandonnée à la périphérie de la ville seule, et apportez l'argent avec vous, dans 30 minutes où votre fils sera mort. » Naïma ouvrit les yeux avec terreur, alors qu'elle sortait de la maison avec les clés de la voiture d'Ernest. Elle monta dans la voiture et conduisit aussi vite qu'elle le put. Ernest fut choqué de découvrir que sa femme savait conduire. Tout ce temps, il ne s'était jamais donné la chance de connaître sa femme, qui semblait pourtant être très différente de ce qu'il avait imaginé. Il la regarda partir, priant pour que l'échange se passe bien. Naïma conduisit aussi vite qu'elle le pouvait avec l'argent. Elle arriva à la maison abandonnée à la périphérie de la ville et se gara sur le côté de la route.
Ses yeux balayaient la route de gauche à droite, alors qu'elle attendait l'arrivée du preneur. Quelques minutes plus tard, elle entendit un coup sur sa vitre arrière et sortit de la voiture avec l'argent. L'homme masqué prit l'argent et lui dit de conduire un peu plus loin où elle verrait un panier sur le bord de la route avec son bébé dedans. Elle devait prendre son bébé et rentrer directement chez elle. Naïma monta dans sa voiture et conduisit quelques minutes. Elle vit le panier et se gara à côté. Émerveillée, elle trouva son fils dans le panier. Naïma serra son bébé contre elle, le mit dans la voiture et rentra directement chez elle. Quand elle arriva chez elle, les yeux d'Ernest s'illuminèrent de joie en voyant leur fils sain et sauf. Naïma, submergée par les émotions, alla dans sa chambre pour s'occuper de son fils qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Alors qu'elle était assise sur son lit avec son fils dans ses bras, Naïma ne pouvait s'empêcher de remercier Dieu d'avoir ramené son fils à elle. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait survécu aux jours les plus terrifiants de sa vie. Elle serra son fils contre son cœur et reçut un message surprenant sur son téléphone. C'était une alerte de crédit de 70 millions de francs, avec un message qui disait « Je sais que tu ne t'attendais pas à cet argent. C'est moi, Amélie, et je t'ai envoyé 70 millions de francs pour prendre soin de toi et de ton fils. Lorsque ton mari m'a demandé d'élever votre fils et même de le nommer en ta présence, j'étais tellement amère, car je ne pouvais pas croire qu'un homme puisse être aussi cruel pour traiter sa propre femme ainsi, sachant qu'elle venait d'avoir un bébé. J'ai dû jouer le jeu et te montrer une certaine forme de haine pour ne pas rendre mes plans évidents. En même temps, j'ai essayé d'être ton ami en me déguisant en Nkechi. Désolée d'avoir cessé de répondre à tes messages pendant une semaine, je ne voulais pas me trahir par erreur. J'ai entendu tes prières la nuit où je suis entrée dans la chambre de ton mari et j'ai décidé de devenir cet ami que tu demandais à Dieu. Ça m'a fait mal de te faire du mal, mais j'ai dû faire ce qu'il fallait, car si je quittais Ernest, je suis certaine qu'il trouverait une autre femme, qui pourrait ne pas être aussi gentille que moi, donc j'ai dû rester pour voir comment je pourrais t'aider. Toutes les fois où tu as vu ton fils, laissé sans surveillance dans le salon, c'était moi qui voulais délibérément que tu passes du temps avec lui. Désolée pour la dernière fois, qui t'a fait expulser de la maison de ton mari. Je me suis sentie tellement mal, ne voyant pas cela venir. Une fois que tu es parti, j'ai essayé de convaincre Ernest de t'envoyer de l'argent, mais il a refusé, disant que tu ne méritais pas un sou. Cela m'a brisé le cœur, alors j'ai décidé de planifier toute cette situation d'enlèvement pour extorquer de l'argent de lui. Je suis désolée d'avoir enlevé ton bébé et de t'avoir mise dans une telle détresse. Je voudrais également m'excuser pour toutes les fois où mes actions t'ont fait te sentir moins que toi-même. Ernest ne mérite pas une femme comme toi, et je suis désolée d'avoir contribué à ta douleur. J'ai décidé de prendre son argent pour te le donner, afin que tu puisses commencer une nouvelle vie loin de lui. Je sais que c'est risqué, et je suis prête à affronter les conséquences de mes actes si je suis jamais attrapée. S'il te plaît, utilise cet argent pour éloigner ton fils de lui, car Ernest n'est pas un bon modèle pour ton enfant. Je te souhaite le meilleur et je suis sûre que tu prendras la bonne décision pour ton fils et pour toi-même. Naïma regarda le message, incrédule. Elle ne pouvait pas croire que la femme qui lui avait causé tant de douleur lui avait aussi donné les moyens de commencer une nouvelle vie, loin de son mari cruel. Submergée par les émotions, Naïma serra son fils contre elle et murmura « Nous allons nous en sortir, mon précieux enfant ». Elle décida que rester dans la maison d'Ernest n'était plus une option pour elle. Elle devait créer un environnement sûr et nourrissant pour son fils, loin de la présence toxique de son père. Le lendemain matin, Naïma fit quelques appels et réussit à trouver un petit appartement confortable dans une autre ville. Elle empaqueta ses affaires discrètement, sans vouloir réveiller Ernest. Elle sortit silencieusement avec son fils, laissant Ernest seul dans sa grande maison. Il se réveilla quelques heures plus tard, trouvant sa maison vide, avec une note qui disait « Ernest, lorsque tu liras ceci, je serai parti. J'ai pris notre fils et je suis parti car je ne peux plus vivre dans l'environnement toxique que tu as créé. Ta trahison, ton manque de respect et ta négligence ont laissé des cicatrices profondes que je ne peux pas guérir en restant près de toi. Je suis restée aussi longtemps que j'ai pu en espérant que tu changerais, mais je vois maintenant que tu ne le feras jamais. Notre fils mérite une vie remplie d'amour, de respect et de stabilité. Je suis déterminée à lui offrir cela, même si cela signifie tout laisser derrière moi. C'est la meilleure décision pour mon fils et pour moi-même. Peut-être qu'un jour, tu comprendras la douleur et l'angoisse que tu as causées et trouveras en toi la force de devenir une meilleure personne. Je te pardonne du fond du cœur, mais nous ne pouvons plus être ensemble.
Adieu, et prends soin de toi. Ernest s'effondra sur le sol, le poids de ses actions le frappant de plein fouet. Il comprit trop tard l'ampleur des dégâts qu'il avait causés. Naïma était partie, emportant leur fils et tout espoir de réconciliation avec elle. C'est ainsi que Naïma et son fils commencèrent une nouvelle vie dans une nouvelle ville, loin de son passé traumatique. La leçon à tirer de cette histoire est qu'il ne faut jamais sous-estimer personne dans la vie. Traitez les gens avec respect et dignité, quelle que soit leur origine. Ne vous concentrez pas sur des choses superficielles, car tout ce qui brille n'est pas or. Soyez bienveillant envers votre conjoint et sensible à ses émotions. Ne trompez pas les gens pour les amener au mariage à cause de vos propres raisons égoïstes. Mariez-vous pour les bonnes raisons et apprenez à traiter votre conjoint avec le plus grand respect. En fin de compte, la manière dont vous traitez les autres est un reflet de qui vous êtes. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.